Bon, bah, troisième partie de cette vidéo de présentation de DVD. On a encore du travail, hein, encore beaucoup de films, beaucoup de films. On va faire cette partie-là. Je pense que ça va déjà prendre une vidéo parce que s'il faut que je parle de chaque film. Mais alors imaginez pas la suite parce que s'il faut que je fasse tout ça, j'ai encore une, deux, trois, quatre, cinq, six parties à faire. Pouah, et avec tout ça là, bon, je pense que je vais pas tout montrer quand même, hein, parce que j'en ai à peu près 2000, hein. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'en ai encore dans une autre maison. Donc, alors, Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, un des films les plus connus du réalisateur, hein, avec Le Mépris et À bout de souffle. Peut-être aussi un des plus mainstream, un des plus grand public. Mais c'est quand même un très bon film, hein, que j'aime beaucoup. Un film assez scandaleux qui avait été condamné, je crois, à cause de son anarchisme. À l'époque, ils avaient écrit anarchisme intellectuel, il me semble. Enfin, le film avait carrément été censuré, interdit au moins de 18 ans. Et puis, presque à un opposé, La Grande Vadrouille, hein, de Gérard Rouy, qu'on ne présente plus. Alors bon, après moi, je vais me faire quelques ennemis, mais je suis pas du tout un grand fan de Louis de Funès et de Gérard Rouy en général. Et je suis même pas un très grand fan de la comédie française. Je vais pas dire que je préfère la nouvelle vague ou le cinéma d'auteurs intellectuels français, mais c'est vrai que j'ai quand même plus une sensibilité pour la nouvelle vague, le réalisme poétique, Renoir, Becker. J'aime beaucoup François Truffaut et toutes les comédies françaises ultra populaires. Moi, ça me parle pas énormément. J'ai pas vraiment grandi avec les films de Louis de Funès et j'ai toujours trouvé ça un peu lourd. Mais bon, après, voilà, je peux comprendre qu'on aime. Je trouve simplement qu'on sacralise un peu trop ces comédies. Et par exemple, j'aime bien La Grande Vadrouille parce que j'aime beaucoup la mise en scène de Gérard Rouy. Mais un film comme par exemple La Folie des Grandeurs, là je peux pas. Là, je trouve ça vraiment, vraiment limite. Je trouve ça pas du tout drôle, très très lourd. Et ouais, j'aime pas du tout La Folie des Grandeurs. Je suis pas un immense fan de Rabbi Jacob. Même si je les ai, hein, tous ces films. Mais donc voilà, c'est pas du tout ce qui me parle le plus. On a Faster Pussycat Kill Kill, donc peut-être le film le plus connu de Russ Meyer, hein, Russ Meyer, réalisateur Grindhouse. Là on est vraiment dans du cinéma underground à la John Waters, des films complètement délurés, à la limite du porno, même si c'est pas un film porno. Mais voilà, c'est une des grandes influences, je pense, entre autres de Tarantino, dans un film comme Boulevard de la Mort par exemple. C'est un film que j'ai pas revu depuis très longtemps, mais que je conseille quand même. Russ Meyer, il faut en voir quelques-uns. C'est vraiment une époque, c'est vraiment le reflet d'une époque. Ensuite, on a Persona de Ingmar Bergman. Alors, j'aime beaucoup Bergman, mais c'est vrai que Persona, j'avais absolument rien compris. Je l'ai pas revu depuis très longtemps, depuis au moins 10 ans. Je l'avais acheté à Paris il y a très longtemps. C'est pas, je trouve que c'est peut-être même un des Bergman les moins faciles d'accès. C'est le film qu'il a fait, je crois, après sa tentative de suicide ou une dépression, je sais plus vraiment. C'est un film qui se ressent, qui est très dur à regarder, qui est vraiment pas agréable, qui est assez pénible. Mais il faudrait vraiment que je le revoie. Alors là, on a deux classiques avec Elizabeth Taylor, très grande actrice. Alors on a le Qui a peur de Virginia Woolf, le grand film de Mike Nichols, après bien sûr le lauréat. Pour moi, c'est un très très grand film, un des meilleurs films de Nouvelle Hollywood, un des meilleurs films sur le couple qui va se déchirer. On peut voir des influences dans plein de films. Je ne sais plus vraiment ce qu'il a influencé, mais c'est vraiment un très grand film. Et on a le Cléopâtre de Mankiewicz. Alors là, c'est un peu comme Jules César. Je suis vraiment pas fan. C'est un peu du gâchis pour moi. Mettre autant de moyens pour ça, c'est beaucoup trop de dialogue. C'est pas. Moi, quand je dois voir un péplum, en fait, je m'attends vraiment à du grand spectacle. Il y a des films faciles d'accès. Pour moi, les grands péplums, c'est comme Ben-Hur, c'est des sortes de messes en fait. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et là, je trouve que c'est un peu trop intellectualisé le péplum. Et je trouve que Mankiewicz n'est pas vraiment le réalisateur adéquat pour faire ce genre de film. On n'est pas du tout dans l'ordre, mais là maintenant j'ai Le Cornio, donc un des grands Gérard Rouy, pareil, je suis pas très 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 fan, mais celui-là reste vraiment sympa, c'est une sorte de buddy movie français on va dire, mais bon en vrai c'est vraiment pas ma cam. Par contre on a le Johnny Guitar de Nicolas Ray, et là c'est un immense chef-d'œuvre, peut-être un des plus grands westerns. Je vais pas m'étendre sur ce film parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais il faut le voir absolument. On retourne un peu en arrière, mais bon, c'est pas grave. On a l'immense La Charge à Auric, peut-être un des meilleurs films de John Ford. Pas dans mes préférés, mais peut-être un de ses plus emblématiques. On a vraiment des scènes en Technicolor, mais magnifiques. C'est vraiment
dans la continuité de sa saga de la cavalerie, avec tous ces films qui se passent dans des forts, avec des histoires d'amour et des personnages qui doivent gérer telle ou telle action. On a en parallèle de ça une histoire d'Indiens, c'est vraiment une sorte de génération dépassée par la jeunesse, que ce soit chez les cowboys comme chez les Indiens. On a la scène archétypale vraiment du cinéma de Ford, qui est la scène de la pierre tombale. C'est un motif qu'on va retrouver dans beaucoup de films, notamment chez Ford, notamment qu'on voyait déjà dans Young Mr. Lincoln, mais c'est peut-être un des plus grands films, même un des plus grands films clichés de la filmographie de Ford, mais c'est peut-être un des plus beaux. Et un autre grand film américain, bon, sorti beaucoup plus tard, là je ne suis pas du tout dans l'ordre, dans les années 60, c'est un des grands classiques de Robert Mulligan, le réalisateur de L'Autre, et je crois que c'est en partie écrit par Pakula, donc grand réalisateur politique, le réalisateur de Paradox Lux par exemple. Et là c'est vraiment, pour moi ce film c'est un mythe américain sur la justice, la bonté. On va même retrouver un peu de ce film dans des films peut-être plus période Amblin, sur la banlieue, sur les non-dits. Moi je sais pas, quand je pense à ce film, je repense beaucoup euh, au Banlieusard de Joe Dante par exemple. Et j'adore ce film, très grand film de procès, avec un des premiers grands rôles de Robert Duval, hein, l'acteur du Parrain. Ah, on a Le Masque de la Mort Rouge, alors une des nombreuses adaptations de Roger Corman, hein, des œuvres de Hélène Edgar Poe, pardon. C'est vraiment ouais, un petit peu le plus grand film de la période Corman Edgar Poe. Il y avait aussi peut-être la chute de la maison Usher, mais celui-là c'est un qui m'a le plus marqué, une des meilleures interprétations de Vincent Price. Je pense une influence énorme du cinéma de Tim Burton, avec des films par exemple comme les films de Mario Bava. Ouais, très grand film de genre. Après, je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais c'était un très grand film. Et à droite, on a En quatrième vitesse de Robert Aldrich. Alors ça, c'est peut-être un des derniers grands films noirs officiels avant ce qu'on va appeler le néo-noir, c'est-à-dire quand le nouvel Hollywood va arriver, on n'aura plus vraiment des films noirs classiques. On aura des films comme le Vigilant Movie ou des films paranoïaques des années 70, mais celui-là, c'est un des derniers grands représentants. Et c'est à la limite du fantastique. C'est un film, par exemple, qui va beaucoup influencer le côté boîte de Pandore qu'on va retrouver dans Pulp Fiction de Tarantino. Mais je pense que c'est aussi un des films de chevet de David Lynch. Enfin, Lost Highway est totalement un remake de ce film-là. C'est un film tellement emblématique, tellement important. Le dernier grand film noir américain classique. Ouais, j'ai modifié un peu la lumière parce qu'on voit pas grand chose, hein. J'essaie d'aller vite, hein, de faire du tac au tac, mais des fois il y a beaucoup de choses qui m'échappent, ou j'oublie de parler de beaucoup de détails par exemple, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, c'est pareil, là on est allé un peu plus loin dans les années 60, mais là on a Docteur Folamour, ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et aimer la bombe, un des titres les plus longs de l'histoire du cinéma. Pareil, je vais pas m'étendre, mais Docteur Folamour, c'est un des grands films de Kubrick. Avant même qu'il soit vraiment le Kubrick qu'on connaît, un peu froid, clinique et cérébral, il a fait ce genre de film. C'est avant 2001, c'est l'espace, bien sûr. Mais c'est une des plus grandes satires de la guerre froide. Le triple rôle de Peter Sellers est juste magistral. Jack Nicholson, par exemple, va refaire un peu ce genre d'hommage avec plusieurs rôles dans Mars Attack. Mais ouais, c'est un des films les plus drôles et les mieux écrits, les plus complexes et subtils de Stanley Kubrick. C'est pas le Kubrick de 2001, mais c'est un autre Kubrick tout aussi génial. Et on a un autre grand film que j'aime beaucoup, encore Robert Aldrich, décidément c'est un de mes réalisateurs préférés. C'est Qu'est-il arrivé à Baby Jane. C'est un film que je trouve terrifiant. Encore un film sur les coulisses un peu de Hollywood et sur ces stars oubliées. C'est clairement un Sunset Boulevard cauchemardesque. C'est un film qui va presque dans l'horreur, quoi. C'est vraiment un film qui m'avait terrifié. Et avec une Bette Davis et une Joan Crawford, mais qui sont à contre-emploi, mais total. Mais comment elles ont fait ces rôles-là, j'arrive pas à comprendre comment elles ont arrivé à faire ce genre de film. C'est un film, je pense qu'il va avoir une influence sur beaucoup de films.
Quand je pense à ce film, il y a un personnage qui me vient en tête. C'est le personnage dans la série Batman de Bruce Timm, Baby Doll, je crois qu'elle s'appelait. Une sorte d'actrice enfant, une sorte de Charlotte Temple qui avait la maladie qui faisait qu'elle est restée une enfant toute sa vie et qui était emprisonnée dans ce rôle de sitcom. Baby Jane, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le revers de la médaille du Star System et toute l'horreur qui en découle. Ensuite, rapidement, on a les Tontons Flingueurs. Bon, ça, c'est pas besoin d'y présenter, tout le monde connaît, un Lautner Audiard. Moi, un petit mot, pareil, je suis pas très fan, mais de toute façon, moi, j'ai pas grand chose à dire sur les comédies françaises parce que c'est pas ce qui m'inspire le plus. Par contre, on a le coffret Hiroshi Teshigara, pardon, qui est vraiment, pareil, un réalisateur, mais c'est d'une complexité, il y a tellement de choses à dire. Celui qui m'a peut-être le plus marqué dans le coffret, c'était La Femme des Sables, mais très grand réalisateur. Le Falstaff de Orson Welles, grande adaptation de Crime et Châtiment, je crois, je sais même plus, en fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, en tout cas de Shakespeare. On est vraiment dans la période shakespearienne de Orson Welles. Alors moi, j'avais pas trop aimé Othello et Macbeth parce que je trouve que c'était trop théâtralisé. Et moi, un réalisateur aussi bon et un metteur en scène aussi bon que Orson Welles, faire du théâtre filmé, ça m'intéresse pas trop. Lui qui a vraiment déstructuré la narration et la mise en scène au cinéma, je trouve que c'est un peu dommage. Mais Falstaff est peut-être le meilleur des trois entre Othello et Macbeth, parce que moi, Macbeth, c'était vraiment une pièce de théâtre filmée. En plus, c'était vraiment tout le texte de Shakespeare retranscrit en live, un peu comme dans les films de Baz Luhrmann. J'ai eu beaucoup de mal, mais celui-là était très intéressant. Et puis bien sûr les 4 garçons dans le vent, Hard Day's Night. Alors ça c'est peut-être le premier, c'est peut-être l'origine du clip en fait, j'ai envie de dire du clip musical, même si c'est pas vraiment un clip, c'est un film sur le concert, le fameux concert des Beatles. Mais c'est en même temps une fiction, mais ça mélange vraiment totalement la pop culture de l'époque, le 60 London, cette énergie, ce côté clipesque qui va contaminer jusqu'à la télé d'aujourd'hui, même MTV, tout ça, je pense que ça doit beaucoup à ce film-là. On a un coffret Jacques Demy. Alors bon, Jacques Demy, je suis un grand fan. On voit pas très bien. Hop. Tac. Je suis un grand fan de Jacques Demy et je crois que Les Demoiselles de Rochefort, ça va être mon 5e ou mon 6e film français préféré. Pour moi, c'est une célébration de l'art, de toutes les formes d'art, de la danse, du chant, de la poésie. C'est une des plus belles comédies musicales. Tout est parfait dans ce film. Ce sont des faux films acidulés pour moi. Ce sont vraiment des films assez presque pessimistes. Enfin, surtout les Parapluies de Cherbourg. Hein. Le final, par exemple, de La La Land, c'est totalement le final des Parapluies de Cherbourg. Mais j'aime beaucoup ces fausses comédies rose bonbon. En fait, pour moi, c'est vraiment des films assez tristes. Comme souvent chez Jacques Demy, hein, quand il fera Model Shop, il n'est pas plus dépressif que Model Shop. Mais même. Ah bon, après, Podane, je suis moins fan. Là, c'est vraiment la limite de Jacques Demy, je trouve. Mais ça reste quand même un très beau film. Et The Servant, The Servant, c'est exceptionnel. Peut-être le meilleur film de Joseph Losey. C'est un film d'une malaisance, je trouve. C'est peut-être un des meilleurs films sur le rapport de maître à l'esclave, de la dialectique du dominant et du dominé. Qu'on trouvera par exemple beaucoup dans Le Parasite de Bong Joon-ho. Mais ça montre à quel point les rôles peuvent s'inverser et à quel moment un maître peut devenir l'esclave de son propre esclave. Et quand les roues tournent, et c'est un film qui m'avait mis mal à l'aise, avec un Dirk Bogarde excellent et un James Fox aussi exceptionnel qu'on verra plus tard chez Nicolas Roeg. Ensuite, on a Shock Corridor de Samuel Fuller. Donc Samuel Fuller, j'en ai déjà un peu parlé, mais Shock Corridor, c'est un film génialissime. Je pense que c'est une forte influence pour Scorsese sur son Shutter Island, mais c'est tellement mieux que Shutter Island. C'est vraiment une analyse de l'Amérique dans un hôpital psychiatrique. Hein. Ça parle d'un homme qui doit faire une enquête après le meurtre d'un patient dans un hôpital psychiatrique et qui doit s'infiltrer en fait dans cet hôpital pour faire son enquête, ou c'est un reportage, je sais plus. Et il doit se faire passer pour un fou afin d'infiltrer au mieux cet hôpital, et il va voir toutes les strates en fait les strates de la société vont être dépeintes en fait à travers cet hôpital psychiatrique. On aura par exemple un noir qui va être raciste, un noir qui se prendra pour un blanc, qui se prendra pour un membre du Ku Klux Klan, et ça va remettre en cause toute cette période de haine raciale de Martin Luther King et des luttes de l'époque. On va avoir la horde des féministes, par exemple, la horde des nymphomanes, je crois que c'est des femmes qui errent dans les couloirs, totalement obsédées
obsédés par le sexe et qui vont sauter sur le moindre homme qui vont se présenter à eux. C'est une sorte d'exagération du féminisme de l'époque. On aura ce scientifique qui va être retombé en enfance. Oui, une sorte de critique aussi de cette espèce de gloire de la science, des premiers hommes sur la Lune, on est en pleine conquête spatiale, à quel point la science va un peu tout contaminer. Enfin, c'est un très très grand film, vraiment sur l'Amérique, très beau. Donc voilà, je suis parti encore trop loin, hein. Et à droite, on a Le Mépris de Jean-Luc Godard. Alors c'est peut-être mon Godard préféré, peut-être le plus beau de ses films, son film le plus épique, son film le plus lyrique. Peut-être pas le plus expérimental. Moi j'aime beaucoup des films comme Weekend par exemple, mais celui-là, c'est son plus connu, mais en même temps je trouve que c'est un de ses plus beaux. La musique de Delerue, l'histoire de cette femme délaissée qui se sent méprisée. Ouais, c'est un film, ouais, pareil, qui raconte tellement de choses. On a L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Alors ça, je pense que c'est pour moi le dernier grand film de John Ford, même si après il fera Les Cheyennes ou ce film sur frontière chinoise. Mais là, pour moi, c'est en même temps peut-être le dernier grand film de John Ford et peut-être le dernier grand western classique américain. Peut-être une des dernières pierres à l'édifice avant le western spaghetti et avant le western crépusculaire. Mais c'est voilà le fameux Prince the Legend, hein. C'est tellement mythique, c'est un des mieux écrits, un des meilleurs rôles de Lee Marvin, un des meilleurs rôles de James Stewart, hein, l'acteur capraesque par excellence qui va rencontrer l'acteur fordien John Wayne par excellence, la confrontation des deux mondes, un film exceptionnel. Et à droite on a les 8,5 de Fellini. Alors ça c'est pareil, c'est peut-être mon Fellini préféré. Processus de pensée d'un réalisateur, toute la toutes les obsessions, les thématiques, les remises en question, ce 8e film et demi qui était sorti entre son 7e et son 9e, comment fonctionne oui, le processus créatif d'un réalisateur qui va être en fait dans une station balnéaire, je crois, et qui va devoir réfléchir à son prochain film, et on va voir toute sa vie qui va défiler, tous ses amis, tous ses amants, et toute sa vie, toutes ses femmes. C'est peut-être un des plus beaux Fellini pour moi, je trouve. Bon, je sais pas du tout où je vais avec cette vidéo parce que ça va durer mais des plombs. J'ai encore énormément de DVD, mais je vais essayer d'aller vite. Un crime dans la tête, un Manchurian Candidate, très grand film, paranoïaque, très quatrième dimension. Donc voilà, désolé, je vais très vite, mais bon. Le coffret Bruce Lee. Alors le coffret Bruce Lee, on a Big Boss, La Fureur de Vaincre, on a Le Jeu de la Mort, on a Le Fleur du Dragon, je crois que c'est le film avec Chuck Norris, et La légende de Bruce Lee. La légende de Bruce Lee, c'est un petit documentaire très sympa. Mais bon, Big Boss, c'était pas terrible. Par contre, je suis un grand fan de La Fureur de Vaincre. C'est peut-être le chef-d'œuvre pour moi de Bruce Lee. Mais on a quand même l'immense nanar, Le Jeu de la Mort, qui est vraiment mais le film. C'est là, quand Bruce Lee était mort, en fait, ils ont fait un film sans lui, je crois. Il y avait quelques scènes où il était là. La scène de fin, là où il se bat contre le fameux basketteur, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais ils ont carrément recollé sa tête sur une doublure. C'est catastrophique, c'est vraiment un nanar, mais vraiment curieux à voir si on est fan de nanar. Le Voyeur de Michael Powell, peut-être le film le plus connu de Powell, peut-être le film le plus censuré de Powell, peut-être le film le plus choquant de Powell. On est en 1960, c'est l'époque de Psychose en Amérique, du Voyeur en Angleterre, du Masque de démon en Italie, du Masque des yeux sans visage de Franju, donc une époque où la censure c'est fini, il n'y a plus de limite et on va très 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 loin dans la démonstratif, dans le gore, dans la violence. Le Voyeur, c'est vraiment... Il y en a qui disent que c'est l'origine du found footage movie, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais c'est un film tellement important, tellement indispensable. Et donc juste à côté, Le Masque du démon de Mario Bava. Je sais pas si on voit bien là. Hop. Peut-être un des plus grands Mario Bava, un des plus connus. Inspiration totalement approuvé et totalement reconnu par Tim Burton, par exemple. Sleepy Hollow n'existerait pas sans ce film. La Garçonnière, Billy Wilder, donc grande comédie. C'est pas une screwball comédie à proprement parler, mais c'est une grande comédie. Je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais j'aime beaucoup Jack Lemmon, j'aime beaucoup Charlie MacLaine. Mais il faudrait que je le revoie vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais j'adore Billy Wilder. Le Spartacus de Kubrick, bon c'est peut-être le film le moins kubrickien de Kubrick, hein, c'est vraiment, il était là pour dépanner. Mais c'est... Alors, s'il fallait le différencier d'un Ben-Hur ou d'un 10 commandements de Cécile B. DeMille, je dirais que celui-là c'est peut-être le plus émouvant des trois.
J'ai vraiment trouvé Spartacus très triste en fait. C'est vraiment ce qui m'a resté du film. Au-delà du côté gros spectacle, au-delà du côté fédérateur, du côté Kirk Douglas. J'ai trouvé que c'était toujours un film très triste. Ben Hur était plus enthousiasmant. Cécile B. 2000, ouais, c'est plus fédérateur, mais celui-là, il était très triste. Et j'ai un souvenir, ouais, d'un truc très, ouais, dépressif et tout. Enfin, ça m'avait assez perturbé pour un péplum grand spectacle. Alors, le génialissime l'année dernière, American Bad. Alors, il faut aimer Alain Resnais, il faut aimer le nouveau cinéma, il faut aimer Je t'aime, ce genre de film, ou Rivette, Céline et Jolivet en bateau. Mais moi, c'est des films pour moi qui ont repoussé les limites du cinéma. Voilà, c'est l'ancêtre de Shining, c'est l'ancêtre de Mulholland Drive, c'est un film cerveau, c'est un film mental, c'est un film labyrinthique, c'est un film qui ne cesse de donner des clés aux différentes lectures. Voilà, voilà, il y aura pas Shining sur ce genre de film, il y aurait pas même Ace White Shut, c'est des films tellement pleins, tellement denses. La fièvre dans le corps, bon là j'ai moins de superlatifs sur ce film, mais j'aime beaucoup Elia Kazan, j'aime beaucoup ce qu'il a apporté au cinéma, sa modernité, sa fraîcheur, sa vérité. C'est peut-être pas mon préféré celui-là, mais le couple Warren Beatty, Natalie Wood est magnifique, et moi je suis amoureux de Natalie Wood. Là on a le Blob, alors l'original, hein, pas celui des années 80. C'est pas terrible du tout, c'est un peu culte, c'est un des premiers rôles de Steve McQueen, mais c'est vraiment pas abouti. Il y a des idées sympas, mais moi je retiens pas grand chose. Je préfère mille fois plus un Jack Arnold ou un Body Snatchers par exemple. Mais celui-là, j'en ai pas un grand souvenir. Vaut mieux voir le Kurt Russell des années 80, qui est vraiment. Le Kurt Russell. Je sais plus comment s'appelle le réalisateur. Mais la version des années 80 était bien meilleure, avec des bons slashers des années 80, tout en étant une satire des années 50 et 60. Par contre, à droite, on a La Vengeance aux deux visages. Alors là, c'est le film réalisé par Marlon Brando, mais qui à la base devait être réalisé par Stanley Kubrick. Et moi, un western par Stanley Kubrick, je demande à voir ça. Je sais pas s'il reste des bribes de Kubrick dans ce film. En tout cas, je crois qu'il y a Peckinpah qui a participé au scénario. Donc l'un dans l'autre, un peu de Kubrick, un peu de Peckinpah. Et surtout la réal de Marlon Brando. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'un très très bon western, très âpre, très pas contemplatif, mais un peu flou dans la frontière. Est-ce que c'est vraiment un western? Est-ce que c'est vraiment... On retrouve le Marlon Brando, oui, un peu bah, pareil, un peu acteur studio. Mais j'ai souvenir ouais, d'un film assez dur, sur une espèce d'amitié un peu volée, sur la violence comment dire, en sourdine. Un film très intéressant, j'ai vraiment un très bon souvenir. Le Lolita de Stanley Kubrick. Alors, je vais me faire encore des ennemis, mais je suis pas du tout fan de ce Kubrick-là. J'aime bien beaucoup les Kubrick de la période, hein, Docteur Folamour, Spartacus, même les Sentiers de la Perdition, j'adore. Les Sentiers de la Gloire, pardon. J'adore ce film. Mais Lolita, oui, au-delà du côté scandaleux, moi ça m'a pas... Je me souviens surtout encore une fois de Peter Sellers, mais ça m'avait pas énormément marqué, comme quoi Kubrick n'a pas fait des films qui m'ont totalement convaincu. Mais ça reste un très grand film. Après, je dis ça, mais j'ai pas grand chose à dire, faut vraiment que je le revoie en fait. Je pense que ça mérite beaucoup plus qu'une petite critique dans 2 secondes. Après, on a un coffret Agnès Varda. Je l'avais surtout acheté à l'époque pour Cléo de 5 à 7. Ce fameux film en temps réel, très parisien, très nouvelle vague. Je crois que c'est le Varda que j'avais préféré parce que, bon, Varda, je suis pas un immense fan, même si j'aime beaucoup les nouvelles vagues. Mais j'ai toujours l'impression qu'elle était là un peu pour recopier un peu ce que faisaient les Godard et les Truffaut. Et je préfère bien plus un film comme. Comment il s'appelle ce film? Oui, je disais, je préfère bien plus ce film, un film comme Zazie dans le métro, par exemple, même si ça n'a rien à voir, mais qui m'avait beaucoup plus enthousiasmé, qui était beaucoup plus burlesque. Mais voilà, faut voir qu'avec Agnès Varda, le film qu'elle avait fait, là, Le Bonheur, là, une sorte de Jacques Demy totalement dépressif aussi, c'était pas mal. Mais je suis pas assez connaisseur du cinéma d'Agnès Varda pour aller plus loin que ça dans ma critique. Mais voilà, savoir. Des Claude 5 à 7, savoir. Alors, La Chaîne, alors grand film, je crois que c'était Stanley Kramer, si je dis pas de bêtises. Moi j'adore Sidney Poitier, j'adore la plupart de ses films. Le film qu'il avait fait là, comment il s'appelait ce film génial avec Rod Taylor là, où il arrivait en gare, il était un commissaire là, je sais, dans la chaleur de la nuit, In the Heat of the Night là, avec la musique de Ray Charles. J'adore cet acteur, c'est dommage qu'il ait pas fait autant de films que ça. Ils ont fait une suite d'ailleurs, In the Heat of the Night.
Mais la chaîne, c'est peut-être un des plus abordables, un des plus sympathiques, mais c'était un très bon film. Moi, on est en plein dans la film social, période Martin Ritt, des films comme Le plus sauvage d'entre tous, dans cette ligne un peu de films politiques, un peu à charge, un peu démocrate, on va dire, progressiste. Mais c'était un très bon film. Oula. Et Le Viridiana de Luce Buñuel. Bon, là, j'ai pas trop le temps, moi je vais aller vite. Là, pour moi, on a deux grands classiques, énormes classiques de la Hammer. Je crois que les deux, c'était Ernst Fischer. Mais Horror of Dracula, c'est le cauchemar de Dracula, c'est peut-être le Hammer le plus connu de tous les films du catalogue de la Hammer. C'est le fameux grand rôle de Christopher Lee en Dracula, de Peter Cushing en Van Helsing. C'est le Technicolor, c'est les sous-entendus sexuels, c'est la dépravation, c'est la Hammer dans toute sa splendeur. Et Frankenstein s'est échappé, alors je sais plus quelle est la date de celui-là, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Mais c'est pareil, un des plus emblématiques. Et je me souviens que c'était aussi une réflexion sur ces hommes qui se prennent pour Dieu. Toujours un côté critique anti-puritanisme, anti-clérical, enfin des films qui vont scandaliser à l'époque. Aujourd'hui, ça nous fait rire ces films-là, mais à l'époque, un film comme La Nuit du Loup-Garou, ça parle carrément d'inceste. Enfin, l'Église qui a voulu condamner ces films et qui a voulu crucifier ces films, en les critiquant, a beaucoup plus compris le côté subversif de ces films que n'ont fait la critique à l'époque, ou le grand public, en tout cas, qui allait voir ces films quand même. Ça fonctionnait plutôt bien, mais on y voyait plus de divertissement de série B sympatoche. Là où l'église y a vu, je pense, quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. En voulant critiquer, ils ont sanctifié un peu d'une certaine manière ce genre de film. Sentier de la gloire de Stanley Kubrick, un grand film de guerre, un des meilleurs Kirk Douglas. Et La soif du mal, Orson Welles, peut-être le plus grand film noir de Orson Welles, peut-être aussi un des derniers grands films noirs avec le en quatrième vitesse de Aldrich. Ce magnifique plan séquence d'introduction. La forteresse cachée, hein, alors c'est le fameux film qui a beaucoup inspiré avec le château de l'araignée, il me semble, hein, le Star Wars de George Lucas. C'est un des meilleurs Toshiro Mifune, un des meilleurs Kurosawa, dans sa lignée des films de samouraï. J'ai pas grand chose à dire, hein. Si vous aimez Yojimbo, si vous aimez les 7 samouraïs, si vous aimez Barberousse, vous aimerez ce film-là. Et Tom Pouce, alors Tom Pouce, c'est pas un chef-d'œuvre exceptionnel, mais moi c'est un film qui m'avait beaucoup marqué dans mon enfance. La stop motion, très vintage. Moi j'aime beaucoup George Pal, même les films d'animation qu'il a fait, ses effets spéciaux, les musiques sont très très bien. Il y a cet acteur de West Side Story, je sais plus comment il s'appelle. C'est un film de mon enfance, c'est un très bon film familial. Donc, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce que la troisième partie ça fait déjà pas mal et je vous dis il en reste encore plein. Donc on va voir comment je vais me débrouiller pour la suite. Je vais essayer d'en montrer plusieurs en même temps, d'aller un peu plus vite. Peut-être pas de tout montrer. Mais bon, je trouve que c'est un bon exercice. Dites-moi après en commentaire si vous avez des choses à me dire, si je m'exprime bien, si je parle pas trop vite, si j'articule assez, si c'est intéressant, si on voit bien, si vous voulez que je revienne sur des films. On peut en parler dans les commentaires. Allez, à plus.